sera électrifiée. La machine à vapeur, il est vrai, a fait d'importants progrès. Grande puissance, meilleur rendement, chargement automatique du charbon. Elle est autonome. Son autonomie fait sa supériorité, mais en la limitant à ses seules ressources, elle limite aussi sa puissance. Une machine, dans la majorité des cas, ne peut être confiée qu'à une équipe spécialisée. Elle est le plus souvent, comme l'on dit, titularisée. Cette équipe veille au bon état de ses organes compliqués et à leur fonctionnement. Pour partir, la machine doit avoir fait son plein d'eau. Son plein de charbon. En route, son équipe n'a pas seulement à observer la voie. Elle doit, à l'intérieur, surveiller les appareils de contrôle et conduire le foyer pour que la machine donne à chaque instant l'effort qu'on attend d'elle. Quand ses provisions vont s'épuiser, il faut la relayer. Arrêt obligatoire qui, quelquefois, ne s'explique que par la nécessité d'un relais. La locomotive rentre au dépôt. Le dépôt entraîne de gros frais. Installation coûteuse, main-d'œuvre assez nombreuse avec certains travaux pénibles. La locomotive électrique, toujours liée à l'usine qui l'alimente, peut lui demander les suppléments de puissance qu'il lui faut et qui, pratiquement, ne sont limités que par l'échauffement de ses organes. Elle est capable ainsi de coups de collier qui facilitent ses démarrages et lui permettent de maintenir la vitesse régulière aux endroits difficiles ou encore de regagner du temps perdu. La transmission des efforts se faisant directement sur les essieux moteurs, il suffit, en principe, de multiplier ceux-ci pour augmenter la puissance de régime. Le type BB a 4 essieux moteurs. Il a été perfectionné pour remorquer sur Paris-Lyon les trains autres que les rapides. Pour les rapides, cette ligne utilise le type 2D2, également perfectionné, à 2 bogies porteurs encadrant 4 essieux moteurs. Sa puissance est de 5000 chevaux en régime uni-horaire. Ou encore le type CC, plus récent, à 6 essieux, tous moteurs, qui joint à une grande souplesse de marche, un poids adhérent élevé. Avec ces puissantes machines, le plafond de vitesse passe de 120 à 140 km à l'heure. Le tonnage des trains, donc leur longueur, peut être augmenté de 25 à 40%. La capacité de la ligne s'en trouve accrue et l'on peut ainsi augmenter son débit. D'autre part, la locomotive électrique est plus simple que la machine à vapeur. Sa conduite n'exige pas d'équipe spéciale. Ses conducteurs, propres et nets, se relaient d'étape en étape sur la même machine. Enfin, elle ne connaît pas les servitudes de la machine à vapeur. Toujours prête à partir, sa mise en marche est immédiate. En route, ces conducteurs, à l'aise dans leur cabine claire, peuvent porter toute leur attention sur les signaux et sur la voie. Pas de fumée qui incommode les voyageurs et salisse le matériel, d'où plus de confort et moins d'entretien. Toujours alimentée, elle marche aussi longtemps qu'on le veut. Point de relais obligatoire. Les dépôts disparaissent avec leurs installations coûteuses et leurs main-d'œuvre. Au repos, il lui suffit d'un garage. En résumé, disparition des travaux pénibles, progrès social, confort accru, mais surtout exploitation plus facile, plus économique, avec un bien meilleur rendement des machines dont il suffit de 225 sur Paris-Lyon pour remplacer 700 locomotives à vapeur. À ces avantages, l'électrification ajoute une économie de charbon qui, dans un pays comme le nôtre, a une importance capitale.
Économie évidente si l'électricité est fournie par une centrale hydraulique. Notons que pour une telle usine, le chemin de fer est un client de choix. Il consomme 24 heures par jour, et notamment la nuit, où la centrale devrait laisser inutilement filer l'eau. Économie encore avec une centrale thermique. En fait, il faut voir le problème sous son aspect bien plus général de la meilleure utilisation de l'énergie nationale disponible. Là où une locomotive à vapeur brûle 100 000 tonnes de charbon, une locomotive électrique consomme 62 millions de kilowattheures, qu'une centrale thermique moderne fournit avec environ 31 000 tonnes. Elle libère donc 69 000 tonnes. Si elle s'alimente à une centrale hydraulique, c'est 100 000 tonnes qu'elle libère, et d'un charbon de haute qualité. Ce charbon qui est indispensable à notre industrie métallurgique pour fabriquer son coq. Charbon de choix dont nous sommes pauvres, seul admis dans le foyer des locomotives, alors qu'une centrale thermique moderne se contente en grande partie de charbon maigre difficiles à écouler. L'électrification des chemins de fer est donc, au point de vue de l'utilisation de l'énergie nationale, une excellente opération. Mais il faut mettre en balance les charges financières très lourdes qu'elle impose et les économies d'exploitation. Des études très poussées et l'expérience ont montré qu'en équipant une ligne avec du courant continu à 1500 volts, l'opération est rentable dès que le trafic de la ligne en traction vapeur correspond à une consommation de 400 tonnes de charbon par kilomètre et par an. Le seuil de la rentabilité est donc nettement dépassé quand on atteint 1 millier de tonnes. Paris-Lyon, avec sa consommation de 1000 à 1100 tonnes et son trafic de 14 milliards de tonnes kilométriques, était ainsi le type de la ligne à électrifier. L'électrification de cette ligne, une des plus chargées d'Europe et peut-être du monde, apporte, avec tous ses avantages, une économie annuelle de 650 000 tonnes de charbon, soit plus de 3% de nos importations. Trafic surtout de bout en bout sur ce tronçon de 512 km de la grande artère qui relie l'Angleterre et les pays du Nord au bassin de la Méditerranée et à ses au-delà. À Dijon, ce trafic s'irradie en plusieurs directions. Dijon est un premier carrefour où se croisent deux grands courants, nord-sud, est-ouest. Lyon, qu'on a appelé la plaque tournante de la France, est un second carrefour où un autre courant est-ouest croise la grande artère nord-sud. Le trafic voyageur suffit à donner une idée du mouvement qui règne sur la ligne. Voici par exemple, en 1938, les trains rapides, express ou directs, qu'expédiait et recevait chaque jour la gare de Paris-Lyon. Une période basse du début d'octobre à fin décembre. Les pointes des congés de Noël. Un palier élevé en janvier, février, mars. Départ vers la Côte d'Azur et les sports d'hiver. La pointe de Pâques. Celle de la Pentecôte. Enfin, une période de grand trafic en juillet, août et septembre. En gros, et en dehors des pointes, 9 mois avec un trafic de 75 à 90 trains par jour et un plateau de 3 mois avec 110 à 150 trains. Plateau si étendu qu'il prend le caractère d'un véritable trafic régulier qu'on ne peut assurer que par des moyens d'exploitation normaux. Disons en passant comment on a réussi à loger dans le graphique de circulation, sans gêner la marche des autres trains, tous les rapides qui effectuent de longs parcours sans arrêt. Ces rapides, au départ de Paris, ont été groupés en 2 batteries de trains parallèles à faible intervalle. En voici le schéma. La batterie de nuit est très dense. Celle de jour l'est moins. Ce groupement en batterie laisse la place aux trains à allure plus lente pendant les autres heures de la journée.
Dans l'autre sens, vers Paris, même système de batterie. Les denrées périssables du Midi et de l'Afrique du Nord doivent être acheminées rapidement. Elles donnent lieu à un fort trafic qui, lui aussi, a ses pointes saisonnières. Les trains de messagerie qui l'assurent ont dû également être groupés en batteries. Au total, le trafic des voyageurs et des messageries s'additionnant à celui très important des marchandises, c'est un nombre de trains considérable qu'il s'agit de faire circuler entre Paris et Lyon. Avant d'aborder son électrification, parcourons la ligne. Elle est en général bien tracée, avec un profil favorable, sauf en un point difficile que nous allons voir. Six voies, parallèles d'abord, puis ramifiées jusqu'à Melun. 4 voies ensuite pour atteindre à Saint-Florentin le kilomètre 172. 4 voies encore sur un tronçon de 32 km d'Elôme à Blaisy-Bas. Et un autre tronçon avant Lyon. C'est entre l'Elôme et Dijon que se trouvent les 58 km de parcours difficile quand on passe par des rampes atteignant 8 mm du bassin de la Seine à celui du Rhône ou inversement. À Blaisy, on atteint le point le plus haut. Cette rampe, qui a toujours préoccupé la traction, se trouve en quelque sorte aplanie avec la souplesse des machines électriques qui peuvent donner là un coup de collier. Après Blaisy et son tunnel de 4 km, en descendant sur Dijon, on domine les riants paysages de la Bourgogne. Mais avant de réaliser l'équipement électrique de la ligne, certains travaux préparatoires s'imposaient. C'était tout d'abord la mise au gabarit des ouvrages d'art. Cette passerelle, par exemple, nous montre la hauteur du gabarit pour les trains à vapeur. L'électrification, avec ses caténaires, exige une hauteur supérieure, celle de cette même passerelle qui vient d'être exhaussée. Il a fallu ainsi modifier de nombreux ouvrages entre Paris et Lyon. Quelques-uns ont même été reconstruits. D'autres ont été surélevés. Mais dans plus de la moitié des cas, on a au contraire abaissé le niveau des voies comme on le voit faire ici dans un tunnel, celui de Saint-Irénée près de Lyon. D'autre part, certains tunnels étaient humides. Il a fallu les étancher pour assurer le bon isolement des fils de contact. La ligne étant ainsi préparée à recevoir son équipement, abordons l'électrification. L'énergie électrique est fournie par le réseau général interconnecté à 150 000 ou 200 000 volts triphasés qu'alimentent des usines thermiques ou hydrauliques. Le rôle de l'usine de Génissia est prépondérant. En prévision de l'électrification des lignes du Sud-Est, la SNCF a participé pour 25% à son financement et le quart de sa production prévue peut couvrir entièrement les besoins de Paris-Lyon, soit 400 millions de kWh par an.
Pour amener le courant au caténaire, 2 lignes à 60 000 volts ont été établies par la SNCF. Elles sont branchées sur les grands postes abaisseurs de tension du réseau général. Ces lignes, d'une longueur au total de 1100 km, cheminent non loin des voies ferrées. Elles sont montées sur pylônes indépendants et leurs consoles sont à pied déformable pour limiter les dégâts en cas de rupture ou de surcharge. Ces lignes à 60 000 volts fournissent le courant aux sous-stations qui le transforment et le redressent en 1500 volts continus pour le distribuer par les fils de contact aux locomotives. Dans ces sous-stations, 2 groupes d'organes essentiels. Transformateur, abaissant la tension à 1500 volts alternatifs. Redresseur à vapeur de mercure, d'une puissance inusitée jusqu'alors de 4000 kW, fournissant le 1500 volts continu. Le calcul de la puissance et de l'emplacement des sous-stations est un problème très compliqué. Il faut chercher où se trouvent, sur le graphique, tous les trains qui circulent à une heure déterminée. Sachant leur tonnage et leur vitesse, on en déduit les intensités à fournir à chaque instant sur la ligne en fonction de son profil et avec une marge tenant compte des pointes et des incidents possibles. La solution économique a consisté en sous-stations réparties, sans groupe de réserve, mais assez rapprochées pour qu'une station défaillante soit suppléée par les sections encadrantes. Sous-station à un groupe de 4000 kW, tous les 8 km de Dijon à Lyon. Sous-station à 2 groupes, tous les 13 à 15 km de Paris à Dijon, avec cependant, pour certaines, un 3e groupe de réserve au point de parcours difficile ou chargé. Au total, 52 sous-stations. L'agencement des sous-stations comporte le maximum de simplification, notamment suppression de tout engin de manutention. Les gros appareils, montés sur galets, peuvent être roulés directement à partir du wagon. Les sous-stations ne demandent aucune surveillance locale, donc aucun personnel. 3 postes centraux à Paris, Dijon, Lyon commandent à distance les sous-stations. L'agent chargé de la commande, en liaison avec le régulateur des trains, règle avec précision la répartition de la puissance entre les sous-stations et peut prendre les mesures imposées par les nécessités. La pose des caténaires complète l'équipement électrique. Les caténaires sont à plus forte section que dans les électrifications précédentes, en raison du fort débit et de la vitesse. Elles comprennent toujours, en haut, un câble porteur, en dessous, un second porteur, plus bas, les 2 fils de contact et, verticalement, des étriers de suspension ou pendules. La section des caténaires est augmentée par l'emploi de câbles supplémentaires, ou feeders, dans les parties de la ligne où les locomotives consomment beaucoup de courant. Les supports, en général, sont indépendants pour chaque voie.
Ce sont au contraire des portiques haubanés qu'on emploie dans les sections à 6 et 4 voies ou dans les gares. Et de place en place, des portiques mixtes pouvant supporter à la fois caténaires et signaux. Pour établir les massifs de fondation des pylônes, on a utilisé 10 trains spéciaux de bétonnage, comprenant chacun 10 wagons, un groupe électrogène de 110 à 150 chevaux, des bétonnières de 1000 à 1500 litres. Chaque train est capable de couler 40 mètres cubes de béton à l'heure. Les trains de matage, équipés de puissantes grues, plantent les pylônes. Des poteaux en béton précontraint ont permis sur plusieurs sections d'économiser le métal. Les trains de matage mettent aussi en place les poutres des portiques mixtes. Les supports étant posés, c'est alors le déroulage des câbles et des fils de contact. Ici, ce sont des fils de contact qu'on déroule. Ensuite, c'est le tirage, pour donner au câble et au fil la tension voulue. Puis le pendulage. Enfin, des bras antibalançants immobilisent le système. La ligne est électrifiée. Mais quand on électrifie une ligne de l'importance de Paris-Lyon, on se doit de tirer de cette opération toutes les économies d'exploitation que permet la traction électrique et d'aménager la ligne pour qu'elle puisse écouler le plus de trafic possible. En traction vapeur, le débit de la ligne étant insuffisant, il fallait détourner une grande partie des trains par les lignes du Bourbonnais et de Saint-Amour, à profil accidenté et d'exploitation onéreuse.
la capacité accrue de la ligne Paris-Lyon en traction électrique permettait d'y reporter les trains autrefois détournés et aussi tous les trains de Savoie. Tous ces trains reportés venant s'ajouter à ceux qui passaient déjà par la Bourgogne, le trafic sur cette ligne allait devenir considérable. Mais pour répondre à ce trafic accru, il fallait tout d'abord améliorer les relations téléphoniques et les renforcer. Les lignes aériennes de télécommunication ont été enlevées. Il aurait fallu de toute façon les déplacer pour poser les supports des caténaires. On a mis les lignes sous câble, où elles sont soustraites à la fois aux intempéries et aux perturbations dues au courant de traction. 6 trains spéciaux ont déroulé les câbles dans les tranchées préparées pour les recevoir. L'amélioration des télécommunications et le besoin de circuits nouveaux, intéressant non seulement la traction électrique, mais aussi les PTT, l'opération a été faite à frais communs avec eux. Elle a conduit à poser 4 câbles. 2 câbles mixtes SNCF-PTT pour relations à grande distance, un câble PTT à moyenne distance, un câble SNCF desservant les installations de la ligne. Tous les 1840 mètres, des bobines de self intercalées, ou bobines Pupin, améliorent les transmissions. Tous les 60 km, des stations de répéteurs remédient aux affaiblissements de courant. D'autres travaux, tels que la création de voies de garage à entrée directe, ont eu pour but de réduire la durée des manœuvres en certains points délicats. Dans le même ordre d'idées, on a construit des sauts de moutons supprimant les cisaillements, cela pour éviter les arrêts des trains aux bifurcations à l'entrée de certaines grandes gares. Les quais des gares d'arrêt ont été allongés à 400 mètres pour pouvoir y admettre les trains devenus plus longs. Pour la même raison, dans le cas des trains de marchandises, c'est à 800 mètres qu'on a porté la longueur des voies de garage et de triage. Enfin, d'importants travaux de signalisation ont été effectués pour porter au maximum le débit de la ligne dans des conditions parfaites de sécurité. Ce sont installation partout du bloc automatique avec circuit de voie à courant alternatif, transformation de 245 km de voie double où ce bloc existait, mais où les circuits de voie étaient alimentés en courant continu, système incompatible avec le retour par les rails du courant de traction, continu lui aussi. Création du bloc automatique sur les 610 km de voie double qui étaient équipés en bloc manuel. Implantation de signaux modifiés en considération du débit et de la vitesse de 140 km. Création de 35 postes nouveaux de signalisation. Installation d'enclenchements électriques dans 79 postes de gare. Des mesures de sécurité très poussées ont été prises pour la réalisation d'une innovation audacieuse, la banalisation des voies de Dijon à Blaise-y-Bas. La ligne, nous l'avons vu, offre un passage difficile. Mais alors que Delhomme à Blaisy, 4 voies contribuent à faciliter la circulation, celle-ci se complique dans le goulet de 26 km à 2 voies, où les trains montent par une rampe de 8 mm de Dijon à Blaise-y-Bas.
Sur ce tronçon, les deux voies sont équipées pour que les trains puissent y circuler indifféremment dans les deux sens. Ces voies, dites banalisées, peuvent ainsi concourir à l'écoulement du trafic dans une même direction, ce qui est précieux, en particulier pour le passage des grosses batteries de nuit. Cette disposition sera étendue jusqu'à Saint-Florentin, soit sur 140 km. C'est un poste central à Dijon qui règle à distance tous les mouvements sur ce tronçon. Des liaisons entre les voies rendent possible le passage de l'une sur l'autre. Ici prend fin cet exposé sur l'électrification. S'il a permis de mesurer l'ampleur de l'œuvre, il n'en a pas montré l'extrême complexité. Celle-ci tient à deux causes. D'abord, les travaux, que pour plus de clarté on a décrits l'un après l'autre, ne se succèdent pas. En réalité, ils se commandent et se chevauchent. Ainsi, le déroulage des câbles doit précéder le matage des pylônes. Les massifs de ceux-ci ont été coulés avant le passage des câbles. La mise en câble des lignes de télécommunication et la dépose des lignes aériennes précèdent le montage des pylônes. Le déroulage des fils de contact dans les sections à 4 voies et dans de nombreuses gares doit suivre la modification de la signalisation et celle-ci dépend, dans les gares, de la modification des voies. On multiplierait ces exemples. L'autre cause qui complique les travaux réside dans le fait que le chantier, c'est la voie. Le seul accès du chantier, c'est bien souvent la voie. La sortie du chantier pour les déblais, c'est encore la voie. Or, l'impératif du chemin de fer est catégorique. Exploitation d'abord, travaux ensuite. Le passage des trains prévus à l'horaire, tracé sur le graphique, montre les périodes réduites où l'on peut disposer d'une voie. Celles encore plus réduites où deux voies sont disponibles. Il faut donc aller vite et, pour cela, employer des moyens puissants, utilisés suivant un programme minutieusement étudié. Le déroulage d'un faisceau de 4 câbles se fait au rythme d'une longueur de 920 mètres en 33 minutes. Un train de bétonnage ne peut circuler que pendant 3 heures au plus par jour pour couler ses 80 mètres cubes de béton. Les trains de matage plantent les pylônes à la cadence de 2 minutes par poteau, quelquefois 1 minute un tiers. Pour les installations de sécurité, le plan est réglé à la minute. Là encore, on multiplierait les exemples. Tous ces travaux, on doit le dire, conçus par des ingénieurs français, ont été réalisés par des entreprises françaises avec du matériel français. Travaux d'électrification, travaux annexes qu'imposait une sage gestion. Tout le monde y a gagné. Le pays, avec une grosse économie de charbon et une meilleure utilisation de l'énergie électrique, les chemins de fer, avec une exploitation plus puissante, plus souple, plus régulière et une réduction considérable des dépenses, notamment de personnel et d'entretien. À tous ces avantages, qui font de l'électrification de Paris-Lyon une opération largement rentable, s'ajoute l'accélération de tous les transports de toute nature. En particulier, les voyageurs y trouvent, avec un confort accru, de grandes améliorations d'horaire. Avec l'équipement électrique jusqu'à Lyon et les trains les plus rapides, Marseille, qui était à 10 heures de Paris, n'en est plus qu'à 8 heures. Lyon à 4h15. Dijon à 2h30. À l'échelle de ces vitesses, c'est comme si les distances raccourcissaient, permettant par exemple l'éclatement des industries de la région parisienne vers la province à quelques heures de la capitale.
Avec Paris-Lyon, les lignes électrifiées en France atteignent 4200 km, soit 10% du réseau, mais 30% du trafic total de la SNCF. Comme les autres lignes françaises, Paris-Lyon a été électrifié en courant continu. Cette solution répondait le mieux à son trafic exceptionnel et le seuil de la rentabilité est ici largement dépassé. Mais pour étendre à des lignes moins chargées les bienfaits de l'électrification, qui procure un meilleur service pour un moindre prix, il fallait rechercher une formule nouvelle, entraînant de moindres dépenses d'équipement. Dans ce but, la SNCF a pris l'initiative d'étudier l'emploi du courant alternatif industriel à 50 périodes. Ici, la locomotive reçoit des caténaires secourant monophasés à 20 000 volts. Elle en abaisse la tension à sa valeur d'utilisation et, grâce au progrès récent de la construction électrique, les moteurs sont conçus pour fonctionner à la fréquence de 50 périodes. Ces essais, déjà très avancés, se font sur une ligne accidentée de Savoie, entre Aix-les-Bains et La Roche-sur-Foron. Plus n'est besoin de lignes d'alimentation spéciale au chemin de fer, ni de sous-stations. Quelques transformateurs espacés, branchés sur le réseau général là où ils coupent la voie ferrée, fournissent au caténaire le courant à 20 000 volts. Ces postes de transformation sont très simples. Sous cette tension de 20 000 volts, les fils de contact sont de faible section et leur allègement entraîne celui de leur support. Au total, économie de moitié sur l'équipement de la ligne. Les premiers résultats, très satisfaisants, confirment que ce type d'électrification est à retenir pour les projets à venir.